Masechet Baba Batra, Daf Lamed Gimel, on va commencer par les 4 dernières lignes de Lamed Bet Amoud Bet. La Gemara raconte une histoire. Rava bar Sharshum nafak ale kala de kachil arad yatme. Il était une fois un homme, qui était peut-être même Hacham, qui s'appelait Rava bar Sharshum. Nafak ale kala. Il y a eu des rumeurs contre lui. Des kachil arad yatme. Comme quoi il mangeait le terrain des orphelins. Ça veut dire qu'il utilisait un champ agricole qui appartenait à des orphelins qui avaient hérité de ce champ de leur père, et lui, il l'utilisait à tort. C'est-à-dire qu'il a volé en quelque sorte les orphelins, puisqu'il utilisait leur champ en cultivant ce champ et en consommant le produit agricole de ce champ. Alors voilà, les gens se sont mis à le critiquer, et il y a eu des échos dans la ville, comme quoi Rava bar Sharshum, qui est un homme important, volait les orphelins. Amarle Abaye. Abaye, qui le connaissait, savait que c'était un homme hacham, il a dit, ce n'est pas possible qu'il fasse une chose pareille, il doit y avoir quelque chose derrière. Amarle Abaye. Alors Abaye l'a appelé. Il a interpellé. Il lui a dit, Imale Izi, dis-moi mon ami, Goufa de Ouvda Hechiava, l'histoire elle-même, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que si toi, tu te permets d'utiliser le champ des Yetomim, c'est que tu as une bonne raison. Raconte-moi. Amarle, il lui a raconté, il lui a dit, Ara bemashkonta havanakitna me avon diatme. Moi, j'avais prêté de l'argent au père de ces Yetomim. Et le père des Yetomim est décédé. Il m'a jamais remboursé. Mais écoutez bien, Abaye, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je lui ai prêté de l'argent à cet homme, j'ai pris en gage pour le prêt, j'ai pris quoi en gage? Son terrain, son champ. Je lui ai dit, tu veux que je te prête? Donne-moi ton champ comme gage. Mais c'était pas juste un gage classique, c'était ce qu'on appelle Mashkanta de Soura. Qu'est-ce que ça veut dire le gage de la ville de Soura? Le Mashkon de Soura. Soura, c'était une ville en Babylonie, où il y avait d'ailleurs une grande yeshiva. Il y avait la ville de Soura et de Pumbadita, Néardéa. Alors, quel était le minhag à Soura? C'est que celui qui empruntait de l'argent et qui donnait aux créanciers, aux prêteurs, un champ comme mashkon, il lui disait, tu sais quoi? Ce mashkon, il aura une double fonction. Primo, c'est que tu détiens un bien immobilier. Secondo, je te permets de l'utiliser et tu vas en tirer profit, c'est-à-dire que tu vas commercialiser ou tu vas consommer les fruits, et c'est comme ça que l'usufruit va me permettre de te rembourser. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par la production agricole que tu obtiendras en travaillant ce champ, un remboursement de ma part. Donc ce mashkon, il avait double fonction, à la fois gage et à la fois moyen de remboursement au fil du temps. Alors il a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai prêté au père des orphelins, je lui ai prêté de l'argent, et il m'a donné le champ. Et ce champ-là, je l'utilisais, parce que c'était la convention. On s'est arrangé, on s'est accordé ainsi. C'était ça la condition, que je puisse utiliser ce champ, et par l'usufruit, encaisser le remboursement de mon prêt. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que malheureusement, il est décédé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, lui, il lui avait prêté de l'argent, et pour rembourser, il fallait consommer les fruits, le produit agricole de ce champ, pendant 4 ans. Allez, on va dire, je donne un chiffre comme ça. Le principal, c'est que c'est plus que 3 ans. Ça fait plus de 3 ans qu'il était là. Donc, il a utilisé le champ pendant plus de 3 ans.
ce qu'on appelle les années de Chazaka. Maintenant il dit à Abaye comme ça, Rabbi, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il y a eu un deuxième prêt. Leur papa, avant de mourir, en fait, il m'avait emprunté 2 fois. Pour la première fois, je lui ai pris un gage. C'était le champ. Et dans quelles conditions? De Mashkanta des Sora. C'est-à-dire que le champ, il avait une double fonction. Premièrement, il servait de gage, mais deuxièmement, il servait de remboursement. Et j'ai consommé les fruits pendant des années. Et en effet, il y a eu épuisement de la dette. Finalement, j'ai encaissé le remboursement de la première dette. Mais comme je lui ai prêté une deuxième fois de l'argent, pour la deuxième fois, on n'a pas convenu d'un arrangement quelconque. Mais moi, je me suis dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il est décédé, ce monsieur? Logiquement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à Babar Charchoum? Il aurait dû rendre aux orphelins le terrain. Pourquoi? Le premier prêt a été remboursé par le billet de la consommation des fruits. Et automatiquement, ça y est, ce prêt est rendu. Le carca était chez lui en bonne et due forme, en tant que gage et en tant que moyen de remboursement. Ça y est, le prêt pour lequel ils avaient convenu, le papa et Rava Bar Charchoum, ce prêt-là, pour lequel ils avaient convenu la consommation des fruits, voilà, il y a eu épuisement de la dette. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restituer le terrain au Yetomim. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a gardé. Pourquoi il a gardé? Pour la deuxième dette. Pour la deuxième dette. Il s'est dit, maintenant je vais continuer à consommer les fruits de ce carca, de ce terrain, jusqu'à épuisement de la deuxième dette. Regarde. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement? Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû faire comme ça. Rendre le champ au Yetomim après avoir encaissé le remboursement de la première dette. Car pour la deuxième dette, il n'y avait pas eu de convention. Alors, normalement, il aurait dû rendre le champ. Maintenant, là, il aurait dû leur montrer le deuxième shtar au Yetomim en disant, messieurs, ça y est, j'ai encaissé la première dette, c'est vrai, mais la deuxième dette, pas encore. Remboursez-moi. Vous êtes héritier légitime de votre papa, vous avez hérité d'un patrimoine immobilier, automatiquement, il y a un assujettissement au remboursement, ce qu'on appelle une hypothèque. Tous les biens sont normalement hypothéqués, tous les biens immobiliers. Ils sont naturellement hypothéqués. Et de ce fait, vous, héritier de ces biens hypothéqués, vous devez me rembourser. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait eu lieu comme histoire? Comment le Beddin aurait tranché dans un cas pareil? Dites-moi d'après vous. Les Yetomim, ils n'ont pas remboursé. Ils n'ont pas à rembourser les Yetomim. Pourquoi ils n'ont pas à rembourser? Et pourquoi ils n'auraient pas remboursé cette qui appartient à leur père? Non, mais il y avait une deuxième dette. Il y avait une deuxième dette, mais Rabbi Shimon dit les Yetomim ne sont pas obligés de rembourser la dette de leur père. Il avait un shtar en plus. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire au cas où? Si jamais il avait fait les choses dans les règles, il a épuisé la consommation, son droit de consommation, c'est-à-dire par rapport à la première dette que le papa lui devait, voilà, c'est fini. Maintenant, il y a une deuxième dette, il a un deuxième shtar. Normalement, il aurait dû restituer le terrain au Yetomim, et ensuite il vient les voir avec le shtar. Messieurs, votre papa me doit de l'argent. Deuxième dette. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé dans ce cas? D'abord, Rabbi Shimon, est-ce qu'un enfant est obligé de rembourser la dette de son père? Oui. Normalement, non.
l'héritage, il est obligé de l'héritier tant qu'il n'est pas arrivé majeur. Alors, très très bien. Déjà, il y a ici deux aspects. Premièrement, est-ce qu'un fils doit payer les dettes du père? S'il n'a pas hérité d'un patrimoine immobilier, alors c'est sûr que non. Pourquoi? Parce que quel rapport? Son père c'est son père, lui c'est lui. D'accord? Étant donné que un fils n'a pas les mitzvot du père, le père n'est pas là, le fils n'a pas à faire les mitzvot du père. Rembourser une dette, c'est une mitzvah. Pri'at ba'al hov mitzvah. Cette mitzvah incombe à qui? À celui qui a emprunté. Le fils n'a pas emprunté. Mais dans la mesure où il a hérité d'un bien immobilier qui était chez l'emprunteur au moment du prêt, alors il y a une hypothèque naturelle, tacite, c'est-à-dire que tous les biens immobiliers de l'emprunteur sont assujettis au remboursement automatiquement. Donc, si il meurt, les biens sont toujours hypothéqués. L'héritier hérite pas seulement des droits, mais aussi des devoirs. C'est-à-dire qu'il y a sur cette terre une hypothèque. Sur ce champ, il y a un devoir de remboursement. Donc c'est sûr que les héritiers doivent rembourser. Seulement, s'ils sont orphelins mineurs, ils n'ont pas la mitzvah de rembourser par rapport à la mitzvah. Écoutez bien, par rapport à la mitzvah. Mitzvah pri'at ba'al hov mitzvah. Ils n'ont pas de mitzvah, ils sont orphelins, ils ne sont pas bar mitzvah. S'ils sont adultes, eh bien oui, ils ont le devoir, puisque la pri'at ba'al hov mitzvah qui reposait sur ce champ, eh bien, c'est toujours là. Alors maintenant, Rava bar Sharshum raconte à Abaye, il lui dit, maintenant, si j'avais rendu le champ à ses héritiers, parce que c'est à eux le champ, le foncier, foncièrement c'est à eux, ce bien immobilier. Alors maintenant, qu'est-ce que je leur aurais dit? Messieurs, votre champ, il est assujetti au remboursement. Remboursez-moi la deuxième dette. Quel aurait été le din? On a une règle. Habalipara minirse yetomim loipara ela bishvoa. Celui qui veut réclamer de l'argent aux orphelins, aux héritiers, parce que le père lui devait une dette, eh bien, il ne peut pas, même s'il a un shtar, il ne peut pas encaisser, réclamer sans chevoa. Il faut qu'il jure. Balipara minirse etomim loipara ela bishvoa. Pourquoi? Pourquoi il faut une chevoa? Et c'est quoi la chevoa? Qui lui devait l'argent. Bravo. Excellent. Il doit jurer qu'il lui doit encore de l'argent à l'instant T. Pourquoi? Car il se peut que le père lui a remboursé et il lui a fait confiance de déchirer le shtar et l'autre n'a pas fait ça. Il revient avec un shtar et il est malin parce qu'il sait que les yetomim ne savent pas ce qui se passe. Il n'aurait jamais osé réclamer au père parce que le père lui a déjà remboursé. Alors c'est sûr qu'il ne va pas lui réclamer une deuxième fois, mais le fils, il dit le fils, il ne sait pas si son père m'a remboursé ou pas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Hachamim disent, tu viens réclamer au fils, peut-être que tu es en train de l'embrouiller, peut-être que tu es en train de magouiller, tu veux encaisser une deuxième fois, tu as déjà encaissé du père, tu veux encaisser encore du fils. Jure que le père ne t'a pas remboursé déjà. S'il est capable de mentir, il est capable de jurer. Ah bon? Bah oui, une personne qui est capable de faire une embrouille comme ça, il m'a pas remboursé, donc il serait capable. Alors à quoi ça sert de jurer? Je vous pose la question, la notion de serment, pourquoi ça existe? Attendez, vous avez dit quelque chose. Alors pourquoi ça existe, la notion de serment? Exprimez. Ça veut dire quoi? On fait jurer quelqu'un. Je vous pose la question, est-ce que vous savez qu'il existe dans la Torah 3 sortes de Shevuot? Donnez-moi les 3 sortes de Shevuot. Dans quel cas le Beddin impose à quelqu'un de jurer comme quoi les choses sont comme il prétend au niveau juridique, au niveau financier? Il y a que 3 Shevuot Minatora. C'est quoi les 3 cas? Les Shomrim. Par exemple, un Shomer a perdu,
Alors il raconte qu'il s'est fait voler, il raconte qu'il y a eu un incendie. Il doit jurer. Mais peut-être qu'il ment. S'il est capable de voler, pourquoi tu le fais jurer? Parce que tu le soupçonnes que peut-être qu'il était, que c'est lui le voleur, peut-être que... Mais si déjà il est capable de voler, de mentir, alors il est capable de jurer aussi à tort. À quoi ça sert de jurer? Eh bien, de là on voit que c'est pas parce qu'il est capable de voler, de mentir, qu'il est capable de mentionner le nom d'Hachem avec un Sefer Torah dans les bras et de jurer à tort. Sinon, à quoi ça sert de faire jurer? Si tu dis de la même façon qu'il ment, il peut aussi jurer à tort. Il y a une deuxième shvoua, c'est par exemple ce qu'on appelle shvouat Ed Ehad. Normalement, il faut 2 Edim pour condamner quelqu'un. Mais si on n'a qu'un seul témoin, alors on ne peut pas le condamner à payer, mais on peut le condamner à jurer. Donc, vous voyez, on le croit sur la base du serment. Ou bien encore un cas de shvouat modebe miktsat. Quelqu'un qui on réclame par exemple 10 000 shekels, et Reuven dit à Shimon, rembourse-moi les 10 000 shekels que je t'ai prêtés. Il dit non, tu ne m'as pas prêté 10 000, tu m'as prêté que 3 000. Alors 3 000 il rembourse, et il jure qu'il ne doit pas les 7 000 supplémentaires. Maintenant, c'est vrai que dans la Gemara Baba Metzia, il y a toute une sugia. Est-ce qu'on dit, par rapport à un voleur, Migo de Hashid à Mamona, Hashid à Shvuata? Est-ce qu'un homme qui est Hashoud de voler, est-ce qu'il n'est pas aussi Hashoud de jurer à tort? Alors maintenant, regardez l'histoire ici. C'est que Hachamim disent, tu viens réclamer au Yetomim, jure. Parce que peut-être le père il t'a remboursé. Sait-on jamais. Même si tu as un shtar, jure qu'il ne t'a pas remboursé. Lui, Rava bar Sharshum, n'avait pas envie de jurer. Rava bar Sharshum va dire à Abaye la raison pour laquelle il y a eu cette critique à son égard, ces rumeurs négatives, comme quoi il mangeait les fruits qui appartenaient aux orphelins. L'histoire était la suivante. Moi, j'ai emprunté du père de ces orphelins, j'ai prêté au père de ces orphelins 2 fois de l'argent. Une première fois, on s'est arrangé qu'il me donne un gage et que je puisse utiliser ce champ, le cultiver, et que le produit agricole serve de remboursement, comme était l'habitude dans la ville de Soura. Mashkanta des Soura. C'est quoi Mashkanta des Soura? Les gages dans la ville de Soura, en Babylonie, c'était comme ça qu'on faisait. On donnait un terrain et on disait aux créanciers, utilise ce terrain. Et l'usufruit servira de remboursement de la dette. Comme ça, il y avait une double fonction dans le gage. À la fois garantie du capital et à la fois remboursement du prêt au fil du temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais le père qui était endetté m'a demandé un deuxième prêt. Je lui ai prêté une deuxième fois. Pour le deuxième prêt, il n'y a pas eu ni de gage, ni d'usufruit, rien du tout. C'était un prêt normal. Avec un shtar. Il y avait quand même un shtar. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé malheureusement. Comme il est décédé, cet homme, maintenant, j'ai terminé en fait, par exemple, 4 ans ou 5 ans d'utilisation du champ jusqu'à épuisement de la dette. Logiquement, j'aurais dû restituer le terrain aux héritiers. Mais je ne l'ai pas fait, comme j'aurais dû le faire. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur d'une chose. Laquelle? Je savais quelle est la halakha. C'est que si maintenant, je rends le terrain aux héritiers, aux yetomim, et ensuite j'arrive avec mon deuxième shtar, le shtar du deuxième prêt, et je leur dis, messieurs, votre père, je lui ai prêté de l'argent. Vous avez le devoir de me rembourser. Pourquoi? Car il vous a laissé des biens immobiliers. Quand est-ce qu'un héritier n'a pas l'obligation de rembourser la dette de son père? C'est seulement si le père, quand il est mort, il n'a pas laissé de biens immobiliers. Mais s'il a laissé des biens immobiliers qu'il possédait au moment du prêt, tous ces biens immobiliers sont assujettis au remboursement. C'est comme une hypothèque, comme s'ils étaient gagés pour le remboursement. Et par conséquent,
les Yetomim ont le devoir de rembourser la dette du père, puisque, en l'occurrence, ils ont hérité de ce bien immobilier. Sauf que, Hachamim nous disent qu'il y a une différence entre des héritiers et l'emprunteur lui-même. Les héritiers de l'emprunteur, quand on vient leur réclamer le remboursement de leur père, si on était venu directement chez le père, s'il était encore vivant, eh bien le père il doit rembourser. On lui montre le shtar, il rembourse. Mais les enfants de l'emprunteur, eux, quand on vient leur montrer le shtar, ça ne suffit pas. Il faut aussi jurer comme quoi le père n'a jamais remboursé. Car il se peut que le père avait déjà remboursé et qu'il avait fait confiance au créancier. Il lui a dit « déchire le shtar ». Mais lui n'a pas déchiré le shtar et maintenant il s'en sert injustement en réclamant aux héritiers une deuxième fois le remboursement de ce même prêt. C'est pour cela qu'il doit jurer. Rava bar Sharshum a dit à Abaye, moi j'ai voulu échapper, éviter cette chevoa, parce que ce n'est pas bon. Les Hachamim nous enseignent que même pour le Hémet, il ne faut pas s'amuser à jurer. Il ne faut pas jurer. Si on peut éviter de jurer, même pour du Hémet, il vaut mieux. Parce que c'est très grave. C'est très très grave. Il peut y avoir des choses terribles. Si on s'est trompé, qu'on a juré à tort et qu'il y avait un détail qui n'était pas précis, qui n'était pas juste, et on a juré alors que ce n'était pas exactement comme ça que ça s'était passé, il suffit d'une petite erreur, comme la Gemara raconte, qu'il y avait une femme à qui on avait donné un dinar à garder, et après elle a perdu parce qu'il était tombé dans la pâte, et quand elle a donné du pain, ensuite elle a fabriqué le pain, il y avait dedans le dinar, et la Gemara dit, quand elle a juré, elle ne savait pas que le dinar était tombé dans le pain. Elle a juré, elle a dit, je vous jure que je n'ai pas profité de ce dinar. Et la Gemara dit que quand même elle a profité du dinar, comment ? C'est que quand la farine, la place qu'a occupé la pièce dans le pain, eh ben, elle a économisé quelques grammes de farine, et ça s'appelle profiter. Pour ça, malheureusement, son fils est niftar. Elle a perdu son fils parce que celui qui jure à tort, Ba'avon Nedarim Banimetim, ou parce que surtout qu'elle avait dit que son fils meurt si elle a profité. Bon, Bekitso, donc on ne joue pas avec les serments. Rava bar Sharshum a voulu éviter le serment parce qu'il savait que le Beddin allait lui imposer une chevoura si il avait rendu le karka aux héritiers et qu'il réclame une deuxième dette avec un deuxième shtar, mais il faut quand même jurer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, je vais être malin. Je ne vais pas leur rendre le karka. Je vais continuer de consommer, c'est-à-dire de le cultiver, ce champ, et utiliser les fruits jusqu'à épuisement de la deuxième dette. Oui, mais de quel droit il s'approprie une chose pareille ? Il y a une loi. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire quoi, ça ? Ouais, moi, j'ai voulu éviter la chevoura, alors qu'est-ce que je fais ? Je garde le champ et je ne rends pas. Oui, mais tu te fais justice toi-même, mais c'est contraire à la loi. La loi est que tu as fini de consommer les fruits pour le premier prêt, d'accord ? Tu rends le champ et et ensuite tu réclames. Et s'il faut jurer, il faut jurer. Et si tu ne veux pas jurer, tant pis pour toi. D'accord ? Alors, en fait, Rava bar Sharshum est un grand hacham. Il a dit, c'est vrai, je dois jurer. Mais moi, j'ai quelque chose qui peut remplacer le serment. J'ai un substitut de la chevoa. C'est quoi ? C'est un migo. À quoi ça sert la chevoa ? C'est accorder crédibilité. Tu jures que ça s'est passé comme ça, je te crois sur parole. Il y a une autre façon de croire quelqu'un, de lui faire confiance, qu'il dit vrai. C'est quand il a un migo. En l'occurrence, Rava bar Sharshum pensait qu'il avait un migo. Lequel ? C'est qu'étant donné que l'usufruit pour payer la première dette, ça a duré quelques années, par exemple 4 ans ou 5 ans, plus que 3 ans, alors il a un migo. C'est quoi ? C'est qu'il aurait pu dire, messieurs, vous savez, ce champ-là, il m'appartient.
Votre papa me l'a vendu. Et je l'ai utilisé d'ailleurs 4-5 ans. Votre papa me l'a vendu. Est-ce que les Yetomim auraient pu prouver le contraire? Personne n'aurait pu démontrer le contraire. Parce que les gens m'auraient dit « Et où est le shtar de vente ?» Moi j'aurais dit « Je l'ai perdu. » Oui, alors si tu l'as perdu, sors de là. Mais pas du tout. J'ai déjà consommé les fruits, j'ai utilisé le champ pendant 3 ans. Après 3 ans, il a une Hazaka. Il a des témoins de Hazaka, obligé. S'il n'y a pas de témoins de Hazaka, il n'y a pas de Hazaka. Alors, donc maintenant que je suis là plus de 3 ans, j'ai un migo. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'ai un migo. Puisque j'ai un migo, c'est une force de crédibilité qui peut se substituer à la chevoua. Donc je n'ai pas besoin de jurer. Voilà pourquoi j'ai gardé le champ. Afin que je puisse, avec l'usufruit, épuiser la deuxième dette. Et le père me devait encore une dette, il ne m'a pas remboursé, eh bien je continue de manger les fruits. Et c'est comme ça qu'il y aura épuisement de la dette. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je jure? Pourquoi je vais jurer? Pour qu'on me croie? Mais j'ai un migo. Et avec le migo, c'est comme une chevoie. D'accord? Alors regardez. Je lis tout ça dans le texte. Je lis tout ça dans le texte depuis l'avant-dernière ligne de la Medbet Amoudbet. Amarle, Rava bar Sharshu madi Abaye. Ar'a bemashkonta havanakitna meavuhon deyatme. J'avais un champ en tant que gage que j'ai reçu du père des Yetomim. Vehavali zouze aharine gabe. Et j'avais encore de l'argent chez lui. Ça veut dire que je lui ai prêté une deuxième fois. Ve'achalta shene mashkanta. Et j'ai consommé les années du mashkon. C'est-à-dire, il y a eu épuisement de la première dette. Amina. Mais je me suis dit, imi hadar nala ar'al yatme. Si je restitue le champ au Yetomim, ve'amina deitli zouze harine gabe avuchon, et que je vais leur dire, j'ai encore une dette vis-à-vis de votre père, voici le shtar. Amora banan, les hachamim ont dit, habali para minirse yetomim, loipara et la bishvoa, celui qui veut encaisser une dette des yetomim par rapport à la dette de leur père, il faut qu'il jure, comme quoi le père n'avait pas déjà remboursé la dette. Alors moi, j'avais pas envie de jurer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit comme ça. Et la achbeshe, les shtar mashkanta. Je vais cacher le shtar du mashkon. Vous savez qu'est-ce que c'est le shtar du mashkon? Il y avait shtar mashkanta. À part le shtar, déjà pour la dette, c'est qu'on écrivait. En plus, maintenant, on fait un shtar comme quoi ce champ-là, je te le donne en tant que gage et tu peux consommer les fruits jusqu'à telle année, jusqu'à épuisement du stock, de la dette. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai caché le shtar mashkanta. Ve'ochla shi'ur zouze. Et je mangerai maintenant les années aussi qui correspondent à la deuxième dette. Ah, tu vas me dire, mais il faut que tu jures. Non. Des migo de ibaina. Puisque si je le souhaitais, amina, j'aurais pu dire les kuhahi beyadi. Ce champ, il est acheté chez moi, c'est-à-dire je l'ai acheté de votre père. Mais hemna qui amina ditli zouza gabayru. Pardon, j'ai mal lu. Demigo de ibaina mina les kuhahi beyadi. Mais hemna, puisque si j'avais dit ce champ-là, je l'ai acheté. Mehemna, j'aurais été Ne'eman. Pourquoi j'aurais été Ne'eman? Bravo, car j'ai 3 ans de Hazaka. Qui amina deitli zuzagabaychu mehemnana. Alors maintenant que je leur dis, messieurs, votre père me doit de l'argent, voici le shtar, il faut me croire. Qu'est-ce que tu vas dire? Pour me croire, il faut que je jure. J'ai pas besoin de jurer, j'ai un migo.
Abaye a rétorqué en disant « Non, Rava bar Sharshum, vous n'êtes pas en droit. Vous n'êtes pas dans le droit. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas raison ? Vous croyez échapper au devoir de jurer ? Vous voulez éviter le serment ? Non. Cette chevoa s'impose, je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas ici un migo qui peut se substituer à la chevoa que vous devez effectuer. Je vais vous dire pourquoi. C'est quoi le migo ? Migo que vous aurez pu dire, ce champ-là, votre père me l'a vendu et j'ai 3 ans de razaka. C'est ça ton migo ? Eh bien, il ne tient pas la route, ton migo. Tu veux savoir pourquoi ? Tout le monde le sait, que ce champ-là était chez toi en tant que mashkon pour manger les fruits pendant quelques années. Et tout le monde le sait. Alors tu ne peux pas prétendre que ce champ, il est chez toi et que tu as 3 ans de chazaka parce qu'il te l'a vendu, parce qu'il t'appartient. Car tout le monde sait comment ce champ, il est arrivé chez toi. Tout le monde le sait que tu ne l'as jamais acheté. La question, elle commence même pas, Alors justement, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, tu t'es trompé là, à ce niveau-là. Tu as cru que tu avais un migo de dire, je l'ai acheté chazaka. Tu te trompes. Car ce migo, tu ne l'as pas. Car tu ne peux pas dire, tu n'aurais jamais pu dire une chose pareille. Tu n'aurais jamais pu prétendre que le père te l'a vendu et que tu as 3 ans de chazaka. Car les gens savent que cette chazaka, tu l'as eu par rapport au mashkon et pas par rapport à un kinyan. Toi maintenant, tu sors du chapeau un kinyan, ça c'est la nouveauté, personne ne va te croire. Sur quoi tu vas t'appuyer pour dire que tu l'as acheté ? Sur la chazaka ? Mais tout le monde sait que cette chazaka était provenue par rapport au mashkon, en tant que remboursement de la dette. Tov, la Gemara, regardez comment il a conclu en lui disant « Et la zil aderani halayhu chigad le yatme ishtae dina badayu » Il lui a dit « Maintenant, vas-y, tu leur rends le champ de leur père. Et lorsqu'ils grandiront, tu reviendras les voir en tant que majeur, pas en tant que mineur. Tu viendras les voir, ces orphelins, héritiers du terrain de leur père, et tu leur montres le shtar. Et à ce moment-là, tu vas devoir quand même jurer. Pourquoi ? Parce que les paras menirse et tomim, les paras et la bijoua. Maintenant, si eux te font confiance et ils te dispensent de ce serment, c'est une autre affaire. Hein ? Il n'a pas le choix que de jurer. La Gemara raconte encore une histoire qu'arrivait des Rabbi bar Avin, le Karov, c'est-à-dire un proche parent de Rabbi bar Avin, Shachiv, est décédé. Veshavak dikla, et il a laissé comme héritage un palmier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Rabbi bar Avin amar ana kariv natfe. Cet homme-là, malheureusement, quand il est décédé, il n'avait pas d'enfant. Comme il n'avait pas d'enfant, c'est qui va hériter de ses biens ? Voilà, bravo. Ce sont ses proches par rapport à ses parents, c'est-à-dire la famille paternelle. Sa famille paternelle, ils sont en droit d'hériter, par exemple, le père, le frère du père, et ainsi de suite. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il est décédé, qu'il n'avait pas d'enfant, il y a eu un gros bras de fer entre 2 proches de cet homme. Chacun prétendait qu'il était plus proche que l'autre, du défunt. Chacun a dit que sa proximité familiale, sa filiation, était encore plus proche que l'autre. Alors maintenant, c'était qui ? Les 2. L'un des 2, on connaît son nom. C'est Rav Idi bar Avin. C'est un hacham. L'autre, c'était un autre cousin qui a dit, on n'a pas son nom, qui a dit non, c'est moi qui suis davantage proche de lui. Alors, le palmier m'appartient. Puisqu'on n'avait pas de témoin, on n'avait pas sur quoi s'appuyer pour démontrer qui a raison. Kol de Alim Gavar. C'est quoi Kol de Alim Gavar ? C'est la loi du plus fort. Nachon, pourquoi ? Car le Beddin se retire. Le Beddin n'a rien à dire.
puisque le Beddin ne peut agir que sur la base des témoins. Quand on n'a pas de preuves, le Beddin ne peut pas fonctionner. L'action du Beddin, elle est basée sur des preuves. Quand le Beddin n'a pas de preuves, il se retire. Alors il leur dit maintenant, le palmier est devant vous, Kol Dalim Gavar. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'autre, la deuxième personne, qui a pris le palmier par la force. Et Ravidi Baravin, il se retrouve ici, dépourvu de ce palmier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un certain temps, cet homme-là a mangé des palmiers, il a mangé des dattes, il a cueilli les dattes, et voilà qu'à un moment donné, on va dire il a fait tchouva. Par exemple, c'était le Kippour est arrivé, et quand il a dit il dit mais attends, je sais que j'ai menti, que j'ai volé. Il est arrivé au Beddin, il a dit Morev et Rabotai, j'avoue, c'est Ravidi Baravin qui est plus proche que moi de ce défunt, donc c'est à lui que revient le palmier. Les sauf au délai. Finalement, il a reconnu des Ihu Karif Tafé, que Ravidi Baravin est plus proche que lui du défunt. Qu'est-ce qu'a fait Rav Hizda? Ukma Rav Hizda biyadeh. Évidemment, Rav Hizda va dire Ravidi Baravin bechavod. Tu peux venir prendre le palmier. C'est à toi. Il te revient de droit. À Marley. Alors il lui dit Ravidi Baravin à Rav Hizda, puisqu'il a reconnu que le palmier m'appartient, alors je réclame rétroactivement toutes les dates qu'il a mangées, qui me paye un dédommagement pour toutes les dates qu'il a cueillies pendant tout ce temps-là. Pendant des années, il a cueilli des dates, il les a vendues, il a fait de l'argent avec, et moi, mais c'était mes dates. Amarli hadarli pere de achal meaouyoma adashta, depuis ce jour-là où il me l'a pris jusqu'à présent. Amar, regardez comment Rav Hizda a réagi. Amar, Rav Hizda a dit Zeu shomrim alav adam gadolhu. On m'a dit que Ravidi Baravin c'était un Adam Gadol. C'est ça, Adam Gadol? Un grand homme, quoi, il connaît pas la halacha? Il lui a dit Aman kassamichmar, ahai, haka amar, de anamikarav natfe. Il lui a dit, je comprends pas comment tu peux maintenant réclamer les fruits. Mais lui, sur qui tu t'appuies pour dire que c'est à toi ce palmier? C'est sur lui. C'est lui qui a dit que c'est à toi. Mais pendant qu'il a mangé les fruits, il avait dit que c'était à lui. Répétons. Aman Kassamichmar, Ahai, sur qui vous, mon maître, Mar, c'est-à-dire monsieur, sur qui vous vous appuyez? Ahai, sur celui-ci. Haka Amar, Danamikaravnat fait. Mais il aurait pu dire, il avait dit que c'était lui qui était Karov. Et donc, au moment où il a mangé, il était en droit de manger. Abaye verava los viraleu. Adera Frisda. Abaye Rava, on dit, jamais de la vie. C'est quoi ce psaque de Rafrizda? Kevan de Odé. Odé? Pas du tout, puisqu'il a reconnu. Il a reconnu. S'il a reconnu pour le palmier, donc il a reconnu même pour les fruits, il faut qu'il rembourse tous les fruits qu'il a mangés jusqu'à présent. Kevan de Odé, regardez Rashbam plutôt. Là-haut, la Med Gimel Amoudbet, la première ligne. Kevan de Odé. Chez Lokadin, puisqu'il a reconnu que jusqu'à présent, c'était chez Lokadin, c'était pas selon la halacha, puisqu'il avait volé. Odé, Veishalem Perot chez Achal. Il faut qu'il rembourse les fruits qu'il a mangés. Et Rashbam dit, Vechen halacha. Et c'est ça la halacha. Mon Rav Rabotai, qu'est-ce que vous comprenez pas? Hein? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Allez, dites-le, mais même en criant. On ne comprend pas Rav Hizda. Comment Rav Hizda a pu dire une chose pareille? Rav Hizda a dit, les fruits qu'il a mangés jusqu'à maintenant, il ne faut pas qu'il les rembourse. Il peut les garder. C'est-à-dire quoi il peut les garder? Pourquoi? Parce qu'il avait dit que c'était à lui. Et alors, mais c'était un menteur.
Lui-même, il a reconnu qu'il avait menti. Alors comment Rav Hizda peut lui donner le droit des fruits? Mais en plus, c'est que Rav Hizda, il a critiqué Ravidi Baravin en disant c'est lui le Adam Gadol. Même presque à la limite, il a ridiculisé. Mais on n'arrive même pas à comprendre la svara de Rav Hizda. Alors, il y a ceux qui expliquent très joliment. Il dit comme ça. Vous savez qu'au début, quand il avait mangé de ses fruits, en prétendant que c'était lui le karov, bien que c'était du sheker, il y a eu une halakha à ce moment-là de kol de'alim gavar. Puisque le beddin ne pouvait pas trancher, le beddin se retire en quelque sorte, et il dit à vous, maintenant, de vous disputer ce palmier, et vaincra le plus fort. C'est la loi du plus fort. Aaron, et c'est comme ça que, comme l'autre était plus fort que Ravidi Baravin, il a pris le palmier. Maintenant, il a reconnu. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ravidi Baravin a fait Yehush. Il a fait Yehush. Il a fait Yehush par rapport au dire de l'autre. Oui. Par rapport à ce que l'autre a eu. Pas seulement au dire. Il a été reconnu, d'accord. Pas seulement au dire. Par rapport à la force de l'autre. Il a fait Yehush. Donc il a fait Yehush. Ah oui, de toute façon. Alors quelqu'un qui fait Yehush, ça s'appelle qu'il abandonne. Quelqu'un qui abandonne, ce n'est plus à lui. Alors maintenant, tous les fruits que l'autre a mangés, c'était à ce moment-là, par rapport au Yehush de Rav Hizda. Alors il dit que, puisque le Beddin a dit Kol De'alim Gavar, le plus fort gagnera. Et l'autre était plus fort. Pendant toutes ces années, il a mangé. Ravidi Baravin a dit, je fais Yehush. Alors vous allez me dire, oui, alors dans ce cas-là, même le palmier aussi, il a fait Yehush. Pourquoi maintenant il doit lui rendre? Tu dis, il doit lui rendre le palmier, mais pas lui rendre des fruits. Car les fruits, il les a mangés au moment où Ravidi Baravin a fait Yehush. Comme il a fait Yehush, il a désespéré. Donc il a abandonné. Puisqu'il a abandonné, donc l'autre, il a mangé du Hefker. Nahon? Alors pourquoi est-ce que le palmier, il doit le rendre? Parce que ça ne marche pas le Yehush sur le karka. Bravo. Le bien immobilier, le Yehush, ça ne fonctionne pas. Karka et nanik zelet. D'accord? Donc maintenant qu'il a été modé, il doit le restituer. Bien qu'il a été modé pour les fruits aussi. D'accord? Il a été modé pour les fruits aussi. Mais les fruits, il les a consommés en tant que Yehush. Encore une histoire où nous allons voir que Rav Hizda va dire une chose et Abaye et Rava ne seront pas d'accord. C'est une histoire classique de Chazaka. Zéomer Shelabotai, Zéomer Shelabotai. On va les appeler Reuven et Shimon, les deux antagonistes, les deux adversaires. Reuven dit, ce champ, c'était à mes ancêtres. Et il a hérité de ses ancêtres. Mais Zéomer Shelabotai. Et l'autre, il dit, c'était à mes ancêtres. Et j'ai hérité de mes ancêtres. Hayaïte Saadé de Abhateu. Reuven, il a amené des aidim comme quoi, oui, c'était à ses ancêtres. Et Shimon, il a amené des aidim comme quoi il a consommé pendant 3 ans. Amar Rav Hizda, malo le shaker, ibae amarle, minar zavinta, d'achaltia shene hazaka. Rav Hizda a donné raison à qui? À celui qui avait la hazaka. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est sûr qu'il a raison que ce champ, il a hérité de ses ancêtres. Car il a un migo. C'est quoi le migo? S'il voulait mentir, il aurait pu dire à Reuven, écoute Reuven, je reconnais que ce champ était à tes ancêtres. Et tu l'as hérité d'eux. Mais tu me l'as vendu. Ou bien carrément, tes ancêtres me l'ont vendu. Ça veut dire qu'il a un migo. Il a un argument très fort pour être crédible. S'il voulait mentir, ce monsieur, au lieu de dire que ce champ, il a hérité de ses ancêtres, il aurait pu dire, je ne l'ai pas hérité de mes ancêtres. C'est toi qui l'as hérité de tes ancêtres. Ou bien il l'était directement à tes ancêtres, et moi j'ai acheté de tes ancêtres. Ou bien je l'ai acheté de toi. Et je suis là depuis 3 ans. Je l'ai utilisé pendant 3 ans. J'ai la chazaka. Donc, étant donné qu'il a un migo, il faut le croire. Il faut le croire que quoi? Que
Le champ appartenait. Bravo! Que le champ appartenait à ses ancêtres. Alors, Abaye et Rava ne sont pas d'accord. Abaye et Rava, los biraleu hadera frisda. Là encore, Abaye et Rava ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disent Malil et Shaker bimkom edim lo amrinan. C'est quoi Malil et Shaker bimkom edim lo amrinan? Le migo, ça ne marche pas contre des edim. On s'explique. Réhouven et Shimon. Réhouven a amené des edim comme quoi le champ appartenait à ses ancêtres. D'accord? Qu'est-ce que prétend Shimon? Que le champ appartenait à ses ancêtres. Est-ce qu'il a des edim, lui, Shimon, comme quoi il appartenait à ses ancêtres? Il n'a pas de edim. Mais qu'est-ce qu'il a quand même? Une chazaka de 3 ans. D'accord? Est-ce que ça peut servir à quelque chose, cette chazaka de 3 ans? Hein? Migo. Bravo! Et c'est quoi le migo? Migo qu'il aurait pu dire, tu me l'as vendu. D'accord? Je l'ai acheté. Maintenant, au lieu de dire je l'ai acheté, il dit c'était à mes ancêtres. Alors il faut le croire au nom du migo. C'est ce qu'a dit Rafrizda. Abaye Rava dit mais c'est pas possible. Tu es en train de le croire que c'est à ses ancêtres, alors qu'il y a des edim qui disent que ce n'était pas à ses ancêtres à Shimon, c'était aux ancêtres de Réhouven. Sur la base d'un migo, mais un migo c'est pas aussi fort que des edim. Le migo, c'est sûr que c'est une force de crédibilité, mais pas aussi grande que de témoins. Quand tu as un migo contre des edim, qui est plus fort? Les edim. Alors les edim disent que ce terrain appartenait aux parents de Réhouven. Le migo dit que le terrain appartenait aux parents de Shimon. Migo bimkom edim lo amrinan. Le migo contre des edim n'a aucune force. C'est la raison pour laquelle Abaye et Rava ne sont pas d'accord avec Rafrizda, qui a donné raison à Shimon. Eux, ils disent on donne raison à Réhouven. Parce que Réhouven, il a des edim, bien que Shimon ait un migo. Encore une histoire. Celui qui a dit à son prochain, mais qu'est-ce que tu fais dans ce champ? On va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven dit à Shimon, mais qu'est-ce que tu fais dans ce champ? Il lui a dit, mais je l'ai acheté de toi. C'est toi qui me l'as vendu, ce champ. Et je suis là déjà depuis 3 ans. Il dit, ah bon, tu es là depuis 3 ans? Amen des edim, tu es là depuis 3 ans. Il a amené des edim qu'il était là depuis 2 ans. Alors, est-ce que ça suffit? 2 ans suffisent pour la chazaka? Non. Amar Rav Nachman hadra ara ve hadra pere. Rav Nachman a dit, Mister, tu n'as pas de edim, tu n'as pas de chazaka 3 ans. Et tu n'as pas de shtar que tu l'as acheté. Alors, tu as ni le shtar que tu l'as acheté, ni 3 ans de chazaka. Alors, c'est qui a raison? C'est l'ex-propriétaire, Réhouven. Alors, out. On le vire, ce squatter. Rav Nachman a dit non seulement qu'on le vire, il faut qu'il paye rétroactivement tous les fruits qu'il a mangés pendant les 2 années. Malgré tout, Amar Rav Zevid, Imtaan ve Amar, les perot yaradeti ne'eman. Lav mi Amar Rav Yehuda, Haïman denakit magla vetovalia, ve Amar izilik dere, les dikla de plania, des avne nihali, meheman. Lo hatzif inish de gazar dikla de lavdile, hachanami, lo hatzif inish le michal pere de lavdile. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Zevid nous dit, si cet homme-là ne dit pas qu'il a acheté ce champ, si maintenant le débat, il ne porte pas sur le champ, parce que le champ, il n'est pas à lui. Pourquoi il n'est pas à lui? Il n'a pas de chazaka, il n'a pas de shtar. Et Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? À cause de ça, il faut qu'il paye rétroactivement tous les fruits qu'il a mangés pendant les 2 années d'utilisation, qui étaient illégales. Toute cette exploitation était illégale. Mais quel serait le din si ce Shimon-là ne revendiquait pas le champ? Il ne prétendait pas qu'il a acheté ce champ. Il a dit, j'ai acheté les fruits.
il m'a donné le champ que pour les fruits. Figurez-vous qu'il est en droit. Si par exemple, tout le monde sait que le champ appartenait à Réhouven, et Shimon, pendant 2 ans, il a utilisé le champ de Réhouven. Pour les fruits. Oui, pour l'usufruit. Pour le remboursement. Exploitation agricole. Je répète le cas parce que je vois que ça n'a pas été bien compris. Réhouven et Shimon viennent au Beddin. Réhouven dit, Monsieur Shimon, pendant 2 ans, tu as mangé des fruits de l'exploitation agricole de mon champ. Rembourse-moi, tu es un voleur. Tu as volé ces fruits pendant 2 ans. Tu as exploité mon champ pour des fruits. Paye-moi tous ces fruits. Je te paierai juste l'investissement minimal. Mais vous savez, vous comprenez c'est quoi l'investissement minimal? Les graines que tu as semées et la main-d'œuvre. Mais sinon, toute la production, toute la plus-value, tout ça, ça appartient au propriétaire du champ. Quelqu'un, il va dans le champ de l'autre, il se met à cultiver. Eh bien, tout appartient au propriétaire du champ. Sauf l'investissement minimal. C'est-à-dire les graines céréales, les graines qu'il a semées et le travail. Maintenant, ce qu'on appelle Dmei Hotza'a, Hayetzi'a. Quel est le din si Réhouven prétend Monsieur Shimon, je t'ai jamais permis de cultiver mon champ. Tu as exploité pendant 2 ans, rembourse-moi tout ce que tu as pris. L'autre lui dit, pas du tout, tu m'as vendu. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai vendu? Ben, tu m'as vendu l'usufruit. Tu m'as vendu, tu m'as dit, voilà, je t'ai payé pour exploiter ton champ. Je t'ai payé pour l'exploitation agricole. Je t'ai donné de l'argent et tu m'as dit, oui, c'est bon, tu peux y aller. Dans un cas pareil, qui a raison? Il a un shtar ou pas? Il n'a pas de shtar. Ah non, il peut pas. Il en faut un? Hein? Il en faut un? C'est ça la question. C'est ça la question. Hein? Il ne devrait pas y avoir de shtar. Je répète. Réhouven dit à Shimon, tu es rentré dans mon champ sans permission. Et l'autre, il lui dit, je suis rentré avec permission, car je t'ai payé pour ça. Vous dites, faut un shtar. Oui, mais Pourquoi tu attends 2 ans pour te manifester? Et l'autre aussi, pourquoi tu attends 2 ans pour te manifester? Mais c'est pas 3 ans quand même, il n'y a pas de chazaka. D'accord. Alors écoutez ça. Incroyable. Incroyable. La halakha est que, par rapport aux fruits, il n'est pas obligé de rembourser. Et on accorde crédibilité à l'utilisateur, à l'exploitant du champ. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on dit, un homme n'a pas l'audace, n'a pas le cran d'aller dans le champ de l'autre et se mettre à le cultiver comme si de rien n'était. S'il a fait, c'est sûr que c'était en droit. C'est-à-dire qu'il lui a vendu les fruits. D'où on apprend d'une histoire de quelqu'un qui... Regardez ça. Hayman denakit maglav et tuvalia ve'amar izi ligdere les dikla de plania des avenis nihali meheman lo had sifinish des gazar dikla de l'abdile. Quelqu'un qui va avec une faucille, un sécateur et une corde pour aller cueillir des dattes d'un palmier. Le palmier appartient à Réhouven. Shimon arrive avec la faucille, avec la corde, et il dit « Rabotaï, vous me regavoyez? Shalom, comment allez-vous? Je descends là maintenant, dans le champ, la palmeraie de Réhouven, car il m'a vendu les dattes de ces palmiers. » Donc en disant cela, cet homme a une certaine audace. S'il le fait, s'il le dit, et il le fait publiquement, c'est que c'est légal. C'est qu'il a fait dans les droits. Comment? Il a obtenu l'accord de Réhouven. Comment il a obtenu l'accord? Soit un accord contre de l'argent, soit un cadeau, peu importe. Mais c'est sûr que cet homme, il n'est pas fou. Il n'a pas le cran de descendre dans la palmeraie de quelqu'un et d'aller cueillir comme ça, publiquement. S'il a fait, c'est que c'était vraiment dans leurs accords. Alors, si c'est en commun accord pour le palmier, c'est pareil pour l'histoire
d'un champ. Le bonhomme a été cultivé pendant 2 ans. Ce champ, et il a exploité l'usufruit. Maintenant, qu'est-ce que l'autre lui dit? Voleur, squatter. Lui, il dit pas du tout. C'est toi qui m'as permis. Tu m'as permis parce que soit je t'ai payé, soit un arrangement, peu importe. En tout cas, c'était en commun accord. Qui faut-il croire? Shimon, l'agriculteur, l'exploitant. Il faut le croire. Car il n'aurait pas eu l'audace d'aller là-bas et de... Il faut de la chutzpah. Il faut de la chutzpah, de l'insolence, de l'effronterie. L'ohatsi finish. Un homme n'a pas l'effronterie, le cran et l'audace d'aller faire une chose pareille publiquement, de descendre dans le champ du voisin et de se mettre à le cultiver. S'il a fait, c'est qu'il avait payé pour ça. La Gemara dit, Yachi Ara'anami. Dans ce cas-là, si tu dis un homme n'a pas l'audace d'aller dans le champ de l'autre et de se mettre à l'exploiter, s'il a fait, ça veut dire que c'était dans ses droits. Alors pourquoi tu ne le croirais pas aussi quand il prétend qu'il a acheté le carca? Pourquoi tu dis ça que par rapport aux fruits? Mais tu devrais dire ça même par rapport aux biens immobiliers. Pourquoi lorsque quelqu'un n'était pas là pendant 3 ans, il était là que pendant 2 ans, Nachon, et il dit, Rabotai, je suis là parce qu'il m'a vendu, Nachon, le champ. Et ça fait 2 ans qu'il est là. Pourquoi on ne dirait pas que c'est vrai, il a raison qu'il a acheté le champ? Car un homme n'a pas la chutzpah d'aller utiliser le champ de l'autre. La même svara, la même logique, le même raisonnement qu'on vient de donner pour lui accorder crédibilité au niveau de l'usufruit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le même raisonnement pour lui accorder crédibilité au niveau du bien immobilier lui-même, s'il prétend qu'il a acheté le bien immobilier? Pourquoi on ne dirait pas qu'il a raison? On le voit, voilà, il est descendu ici, on le voit. Là aussi, on le voit. Tout le monde l'a vu. Pendant 2 ans, il a utilisé, sans encombre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui dire qu'il a raison? Il a raison, pourquoi? Parce que le had c'est finish. Réponse? Bravo. La Gemara dit Amri nanle ahveshtarach. Étant donné qu'un homme garde son shtar normalement pendant 3 ans, du fait qu'il n'a pas de shtar, on lui dit, monsieur, il n'y a pas de problème. C'est à toi, Amérique, montre-nous le shtar d'acquisition. Ah, qu'est-ce que tu vas dire, je l'ai perdu? Un homme ne perd pas son shtar avant 3 ans d'exploitation. Ce n'est qu'après 3 ans qu'il commence à négliger la surveillance. Mais normalement, un homme normalement constitué, il conserve précieusement son titre de propriété. Du fait qu'il n'ait pas le shtar, en soi, c'est une preuve que ce qu'il dit, c'est faux. Donc, d'une part, on met sur la balance, d'une part, un homme, il n'a pas la chutzpah d'utiliser le bien de son voisin sans raison. Mais d'autre part, un homme, il garde son titre de propriété. Il n'a pas de raison de le perdre. Alors, entre les deux, qu'est-ce qui est plus fort? C'est le fait qu'il n'a pas de shtar. Alors, la Gemara dit, Yachi perenami. Dans ce cas-là, même pour les fruits, on devrait dire, monsieur, montre ton shtar comme quoi il t'a donné un droit de manger les fruits pendant 2 ans. Allez, montre ton shtar. Ça veut dire quoi? Tu es là de manière légitime. C'est pas illégal. C'est sûr que tu as raison. Pourquoi c'est sûr que c'est légal? Parce qu'un homme n'a pas le cran, n'a pas l'audace d'aller exploiter sur le plan agricole le champ du voisin. Alors montre ton shtar qui t'a donné le droit d'exploiter ce champ. La Gemara répond, Shtara lepere lo avdeinche. Traduisez, Shtara lepere lo avdeinche. Les gens n'ont pas l'habitude d'établir un shtar que pour les fruits. Ça veut dire que quand est-ce qu'on va aller faire un acte notarié? Quand il s'agit d'un bien immobilier, pour un transfert de propriété, pour une transaction immobilière, là on fait un shtar. Mais pour une transaction commerciale que par rapport à des fruits, les gens n'ont pas besoin d'établir un shtar pour cela. Ça peut se faire même verbalement. Et si ça se fait verbalement, tu ne peux pas lui dire « montre-moi ton shtar », il n'a pas de shtar. Alors là, on revient à la svara, « lo hatsi finish », un homme n'a pas la chutzpah d'utiliser sans raison le bien de son voisin.
il ne va pas aller l'exploiter sur le plan agricole s'il ne lui avait pas donné son accord.